Chers amis fidèles, bonjour, bienvenue sur cette bulle de sagesse où nous allons parler éducation, parentalité. De nombreux parents, grands-parents sont fiers de vous dire que leurs enfants sont gâtés. Ils aiment gâter leurs enfants. Dans leur esprit, lorsqu'ils vous disent cela, c'est pour exprimer la fierté de parents ou de grands-parents qu'ils ont à donner à l'enfant tout ce qu'il lui faut. Lui faire plaisir. Dans leur esprit, cela veut dire que l'enfant est heureux. Ce que je voudrais traiter aujourd'hui sur cette bulle, c'est le fait que, curieusement, c'est peut-être le contraire. Tout d'abord, le terme « gâté ». Qu'est-ce qui est gâté? Un fruit est gâté lorsqu'il est abîmé, qu'il commence à pourrir. Une dent est gâtée lorsqu'il faut en fraiser une bonne partie pour la remplacer par un amalgame. Quelque chose qui est gâté, c'est quelque chose qui est abîmé, endommagé, pourri. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes qui parlent d'enfants pourris gâtés. Cet enfant est pourri. Bon. Eh bien, ce qui est vrai pour le fruit ou la dent est vrai pour l'enfant aussi. L'enfant qui est submergé de choses dont il n'a pas besoin, qui est submergé de choses dont il a eu envie 15 secondes, qu'il a demandé et obtenu de suite, ou d'ailleurs dont il n'a même jamais eu envie et qu'il a obtenu par anticipation parce que les parents se sont fait plaisir en croyant faire plaisir à l'enfant. L'enfant n'est pas heureux. Il a trop. Quand on a trop, on est dépassé. Alors, tout de suite, avant de parler plus longuement de l'enfant et de ce qui se produit avec l'enfant quand on se comporte comme ça avec lui, parlons des parents. Pourquoi est-ce que les parents ou les grands-parents se comportent comme ça? Pourquoi est-ce que les parents ou les grands-parents donnent? Eh bien, c'est une manière pour eux d'acheter l'amour et la reconnaissance de l'enfant. Autrement dit, ils posent comme postulat que l'amour et la reconnaissance de leur enfant est dépendant de ces choses matérielles qu'ils lui donnent. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'enfant, nous allons le voir. L'enfant, lui, depuis tout petit, il peut avoir été habitué à recevoir des choses qu'il n'a pas demandées. Cela peut commencer avec l'allaitement. Cela peut commencer avec le moment où on décide de donner à manger à heure fixe à l'enfant et où du coup l'enfant reçoit à manger alors qu'il n'a même pas faim. Au début, quand il est tout petit, l'enfant n'a pas d'autre désir que ses besoins. Il y a dans le désir et dans le besoin un parallélisme. Au niveau du ressenti, quand on désire quelque chose ou quand on a besoin de quelque chose, on a le même ressenti, c'est-à-dire une espèce de vacuité qui demande à être remplie. La différence entre le désir et le besoin, c'est que le besoin correspond à la demande de quelque chose d'obligatoire et que le désir correspond à la demande de quelque chose, généralement, qui est superflu. L'enfant, tout petit, à la naissance, n'a pas de désir. Il n'a que des besoins. Si on anticipe ces besoins, croyons bien faire, attention, tout ce que font les parents, tout ce que font ces parents qui gâtent leurs enfants, croient bien faire, le font pour le bien de leurs enfants et peut-être pour leur bien, pour se faire un peu plaisir aussi. Anticiper la faim de l'enfant, c'est se dire « je veux pas que mon enfant souffre de la faim, je veux qu'il soit toujours repu de façon à ne pas ressentir la faim ». Grave erreur. Pourquoi grave erreur? Parce que l'être humain est ainsi fait que son bien-être repose
sur la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. C'est-à-dire que désirer quelque chose, que ce soit déclenché par un besoin, comme la faim par exemple. La faim est un désir destiné à combler un besoin. L'organisme a besoin de calories, a besoin de nutriments, a besoin de manger. Il déclenche donc la faim, qui est le désir de manger pour satisfaire le besoin. De même avec la soif par exemple. On a soif parce que donc cela déclenche le désir de boire, l'envie de boire, parce que notre organisme ne va pas tarder à être un petit peu déshydraté et avoir besoin d'eau. Donc ça, c'est une qualité de désir qui répond à un besoin. Et puis, il y a des désirs qui ne répondent pas à un besoin matériel ou physiologique. Mais, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, cela donne un objectif à l'être humain. Cela lui donne un but. Cela lui donne une direction. Et manger lorsqu'on a faim est une grande satisfaction. Je ne sais pas s'il vous arrive d'attendre d'avoir vraiment faim pour manger, mais lorsque vous avez vraiment faim ou vraiment soif, mangez. Et manger, là pour le coup, n'importe quoi, n'importe quel aliment très simple. Une tartine de pain beurré, un œuf à la coque. Ça va vous paraître extraordinairement bon. Pourquoi? Parce que cela comble votre besoin. Et ce qui comble un besoin génère un grand bien-être, une grande satisfaction, une grande qualité de bien-être. Le temps du désir aussi est, par visualisation et par anticipation, un temps qui est qualitativement agréable. C'est à condition de ne pas devenir évidemment trop pointu. Je crois que c'est Tristan Bernard qui disait le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier, à moins que ce soit Sacha Guitry, je ne sais plus. En amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. C'est-à-dire, c'est le moment du désir. Une fois que le désir est satisfait et assouvi, le bien-être s'envole. On peut, pendant quelques instants, ressentir le bien-être du désir assouvi. C'est ce qui se passe quand on a bien mangé parce qu'on avait très faim. Pendant quelques instants, on se sent vraiment bien. Il y a un bien-être qui s'installe, mais ça ne dure pas 3 heures. Le bien-être que l'on ressent à la satisfaction du désir est proportionnel à l'attente. Plus on attend longtemps, plus le désir est devenu aigu, et plus le bien-être dû à la satisfaction est intense. Lorsque le besoin ou le désir sont comblés avant d'être ressentis, ce qui est le cas quand on donne à manger à un enfant avant même qu'il ait faim, avant même qu'il ait ressenti la faim, on le prive du plaisir de la satisfaction de son besoin, on le prive de la qualité de connaître un but et de connaître la satisfaction d'atteindre ce but. Donc, en fait, on lui coupe au niveau du sentiment et au niveau des émotions, on lui coupe beaucoup de choses. On le maintient dans un no man's land émotionnel où il n'est jamais vraiment mal, mais où il n'est jamais vraiment bien. Rappelez-vous cette chanson de Johnny Hallyday, je le répète souvent, on m'a tout donné bien avant l'envie. Et ça conduit à un mal-être. Ça conduit à des gens qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance. Espoir, espérance, c'est la même racine que l'attente. Ça veut dire attente à la base. Les hispanophones le savent. Esperar, qui est notre verbe français espérer, ce qui voulait d'ailleurs aussi dire la même chose en ancien français, c'était attendre. Quand on n'attend pas, on ne connaît pas l'espérance, puisqu'on ne connaît pas ce temps d'attente qui nous met dans une qualité particulière d'espérer, oui, comme on dit maintenant en français, la réalisation. Donc, pas d'attente, pas d'espérance. Pas de désir, pas d'espérance. Pas d'espérance, pas d'espoir. Désespoir.
Ensuite, indépendamment de cela, on va fabriquer des compulsifs. C'est-à-dire que l'enfant va s'habituer à recevoir toujours, à s'habituer à être toujours rempli de quelque chose. Manger, boire, un jouet, un chiffon, un truc, un bisou, quelque chose. L'enfant va s'habituer à tout le temps recevoir. Et dès qu'il va être 15 secondes sans recevoir, il va être dans l'angoisse. Ça va générer chez lui une anxiété. Je suis abandonné. Je reçois rien, je suis abandonné. Donc il va demander. Il va demander sans arrêt. Il va demander de plus en plus. Vous connaissez tous ces enfants dans les supermarchés qui sont absolument odieux parce qu'il leur faut toujours quelque chose. Et ces parents qui finissent par céder pour avoir la paix. Et ne pas avoir honte vis-à-vis de l'entourage, qu'on puisse dire c'est un parent tortionnaire, il refuse ce que son enfant lui demande. Eh bien, lorsque le parent refuse ce que l'enfant lui demande, il agit pour son bien. Il lui apprend ce que les psychologues appellent la frustration. C'est-à-dire, il lui apprend que dans la vie, il ne suffit pas de demander pour recevoir. Quelquefois, il faut sortir sa volonté pour aller chercher. Quelquefois, il faut mériter, il faut gagner les choses. Et ça, c'est ce que la plupart des enfants de nos jours n'apprennent plus. La plupart des enfants de nos jours restent assis dans leur fauteuil et attendent qu'on leur apporte. Alors, ce sont les parents qui commencent par apporter, puis très tôt, ça va être la télévision ou les jeux vidéo. On les gave. On les remplit, mais on les gave comme des oies. Vous savez ce que ça fait quand on gave des oies? Ça fait du foie gras, c'est-à-dire que c'est une maladie. Et un enfant qui est gavé, que ce soit de nourriture, que ce soit de jouets, que ce soit de n'importe quoi, que ce soit de trop de liens affectifs, de trop de démonstrations, cet enfant est gavé comme une oie. Donc cet enfant devient malade, gâté, et il finit par pourrir de l'intérieur. Qu'est-ce qui pourrit à l'intérieur? Son désir, son espoir, son goût de la vie, et avant tout et par-dessus tout, sa confiance en lui, sa confiance dans ses capacités à pouvoir obtenir les choses par lui-même, sa confiance dans le fait qu'il est un être humain complet et qu'il est capable d'être autonome. En réalité, gâter un enfant, c'est vraiment lui pourrir la vie, lui pourrir sa vie d'adulte. C'est vraiment faire que l'enfant qui va arriver à l'âge adulte va être complètement désemparé parce qu'il ne sait pas aller chercher les choses. Il ne sait pas aller chercher ce dont il a besoin ou envie. Il ne sait pas se mettre en marche, se mettre en mouvement, pardon, je préfère. Il ne sait pas se mettre en mouvement pour aller satisfaire ses besoins. Il est devenu dépendant. Il a l'intime conviction, très profondément ancrée en lui, dans son inconscient, que ce sont les autres qui doivent satisfaire à ses besoins. Alors évidemment, pendant l'enfance, pendant la jeunesse, c'est la famille. C'est la famille qui doit satisfaire aux besoins. Et là, on voit des enfants qui restent jusqu'à plus de 30 ans chez leurs parents. C'est bien normal, comme on dit. Et puis après, il va falloir que quelque chose remplace les parents. Et ce quelque chose, souvent, ça va être l'État. L'État me doit. L'État me doit une allocation. L'État me doit de me faire vivre. L'État me doit de me nourrir. L'État me doit je ne sais quoi. L'autorité qui remplace le parent à l'âge adulte, quelle qu'elle soit, le patron, toute forme d'autorité, puisque l'enfant a eu l'habitude que ce qui représentait l'autorité pour lui était en fait une espèce de robinet qui lui déversait en permanence ce dont il avait besoin, envie, et encore largement plus, mais ça doit continuer. C'est-à-dire que tout doit venir de l'extérieur. Le patron lui doit, l'État lui doit, la collectivité lui doit, son époux, son épouse lui doit, tout le monde lui doit quelque chose en fait. Ces enfants gâtés deviennent des êtres humains profondément égoïstes, profondément égocentristes, c'est-à-dire qui attirent tout à eux, tout doit venir à eux. Ils ne bougent pas, et tout doit venir à eux. Les autres doivent se débrouiller, se conformer, se plier, mais eux ne bougent pas. Ils attendent que ça tombe. Intolérance, égoïsme,
égocentrisme. Ça a le caractère parce que quand ça vient pas, si par hasard ça arrête de venir, parce qu'après tout le monde n'est pas comme les parents de ces enfants-là, tout le monde ne se plie pas à leur desiderata. Alors là, crise, colère, désespoir, dépression, suicide ou agressivité. Il faut que les autres plient, donc on les agresse, verbalement ou physiquement, pour obtenir ce qu'on veut, pour obtenir cette satisfaction qu'on n'obtient plus parce que plus rien ne vient quand papa et maman ne le donnent plus. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres effets secondaires qui découlent de tout cela. Mais ce que je voulais juste aujourd'hui sur cette bulle, c'était vous faire percevoir que gâter un enfant, ça paraît très innocent quand je vois des grands-parents qui disent « Oh, il faut bien que je gâte mes petits-enfants un peu, je ne serai pas toujours là ». Ils se font plaisir, les grands-parents. Ils n'agissent pas en éducateurs, au contraire. Alors si vous êtes grands-parents, dites-vous bien que une petite gâterie, une petite chose, un petit cadeau, un petit oui, un petit extraordinaire, qui d'habitude est interdit, mais qui aujourd'hui va être permis, oui, mais pas toute la journée. On ne tolère pas toute la journée, comme je peux le lire sur les réseaux sociaux, des gens qui disent « Oh là là, je suis exténué, j'ai eu mes petits-enfants pendant quelques jours, c'est fatigant, ils crient tout le temps, ils courent partout. » Ben non, l'enfant n'a pas tous les droits, et encore moins celui de perturber les autres. Qu'un enfant crie en courant dehors, dans un jardin, oui. Qu'il hurle à table dans la salle à manger, parce qu'il ne veut pas manger une endive, non. En tant qu'adulte, nous avons un rôle d'éducateur. Faire un enfant, ce n'est pas simplement quelque chose de... nous ne sommes pas des poules, ce n'est pas une ponte. La poule pond, couve, et encore la poule s'occupe un peu de ses poussins. Il y a d'autres animaux qui pondent leurs œufs et qui s'en vont. Nous avons un rôle d'éducateur. Ce rôle d'éducateur ne consiste pas à nous faire plaisir, ne consiste pas à nous faire briller l'estime de soi en offrant des tas de cadeaux à l'enfant et en se disant, en lui faisant des tas de cadeaux, je suis un bon parent, je suis un bon grand-parent. Non, au contraire. Plus on gâte les enfants, plus on les pourrit, plus on est un mauvais éducateur. Il est beaucoup plus difficile de dire non à un enfant que de toujours lui dire oui. Ça, c'est vrai. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de supporter les crises et les bouderies de l'enfant qui n'est pas satisfait parce que vous avez joué votre rôle d'éducateur. Oui, c'est vrai, ça peut faire mal. En tant que maman, en tant que grand-mère, je sais que dire non à un enfant, ça peut faire très mal. Je sais que tenir tête à un enfant pour son bien, ça peut faire très mal. On préférerait, bien sûr. On préférerait toujours lui faire plaisir. Mais ça n'est pas une bonne chose pour lui. Gâter un enfant, c'est l'abîmer. Pensez-y. Le terme le dit. Au revoir.